première chose que j'ai envie de vous parler, c'est du cerveau de l'enfant. Donc il nous arrive à tous, alors désolé, j'ai mes petites fiches, hein, mais parce que je vais avoir besoin de m'y référer à des moments. Donc on a tous l'impression que notre enfant fait exprès de ne pas comprendre, fait exprès de ne pas nous écouter, fait exprès de faire ce qu'on lui avait dit de ne pas faire. Comme par exemple à 3 ans quand il se met à dessiner sur les murs. Parce que lui, il a vraiment pensé qu'il allait faire un méga giga beau dessin et qu'il allait pouvoir vous faire plaisir. À 3 ans et demi, quand elle veut mettre ses sandales d'été alors qu'il est en train de neiger dehors. Ouais. À 4 ans, quand il a décidé de regarder les dessins animés, mais maintenant, pas ce week-end. Non, c'est tout de suite, mardi ou lundi alors qu'il y a école le lendemain. À 4 ans et demi, quand elle se met à hurler dans le supermarché parce qu'elle a décidé d'acheter ce jouet-là et qu'elle ne pourra pas attendre 5 minutes de plus, il faut absolument qu'elle l'ait maintenant. À 5 ans, quand il a décidé de se prendre pour le coiffeur et qu'il se coupe une mèche de cheveux. Par exemple, hein, ou à 5 ans et demi, quand vous avez décidé de faire une grasse mat et que eux, ils ont décidé de hurler dans toute la maison et ne respectent absolument pas votre sommeil. Ou encore à 7 ans, quand ils vous mentent, enfin bon, bref. On a vraiment le sentiment qu'ils le font exprès, qu'ils le font pour nous enquiquiner. Et alors, en fait, ils le font tout simplement, je suis désolée, messieurs, mesdames, parce que ce sont des enfants. Et que c'est tout à fait normal de fonctionner comme ça. Il ne le fait pas exprès, il le fait parce que c'est un enfant. Et je vais vous parler maintenant donc de la composition de ce cerveau, pour aller un peu plus dans le détail. Donc le cerveau, il va se développer de l'arrière vers l'avant, d'accord ? Donc la partie arrière, c'est le cerveau archaïque. Le cerveau archaïque, c'est ce qui nous permet de vivre, entre guillemets. C'est lui qui va gérer les battements cardiaques, notre respiration, il va réguler notre température, il va gérer nos fonctions de veille et de sommeil. Bref, c'est lui qui est aux commandes, il pilote l'organisme et tout fonctionne très très bien. Ok ? Ensuite, on a le cerveau limbique. On appelle aussi le cerveau émotionnel. C'est le cerveau le plus mature chez l'enfant. Vraiment, lui, il l'a bien comme il faut, le cerveau limbique. Et le cerveau limbique, en fait, c'est comme un petit lézard. Vous voyez bien le lézard qui est en train de bronzer sur son petit mur en pierre tranquillou. Vous avez à peine approché un pas qui s'est barré en courant. Lui, il est à fond, il n'a que son cerveau limbique. Lui, il ne raisonne pas, il a peur, il se barre. D'accord ? L'enfant, il fonctionne qu'avec son cerveau limbique, en majorité. D'accord ? Et ensuite, on a le cortex préfrontal, qui lui va nous permettre de raisonner. Alors, je vais vous prendre l'exemple du chevreuil. Vous êtes invité à aller boire l'apéro chez des amis. Vous prenez votre voiture, vous allumez la radio, une petite musique assez sympa. Votre conjoint, les enfants sont plutôt calmes à l'arrière, tout va bien. Vous partez prendre un apéro chez des potes, quoi. Vraiment, là, ça va faire du bien. Hein. Et en fait, à un moment donné, il y a un chevreuil qui traverse la route. Qu'est-ce que vous faites, vous ? Premier réflexe. Vous pilez, on est d'accord. Et qu'est-ce qui se passe dans votre corps ? Vous avez le cœur qui s'accélère. Vous avez la respiration aussi qui s'accélère également. Vous n'êtes pas bien, quoi. Puis après, qu'est-ce qui se passe ? Vous restez dans cet état-là ? Non. Ben non. Parce que vous avez le cortex préfrontal, là, qui est en train de vous dire, bon, ok, il est passé. On ne l'a pas percuté, c'est déjà super. Il y a très peu de chances que ce chevreuil-là refasse demi-tour et décide de repasser devant la voiture quand on a redémarré. Bon. Et donc, vous avez votre super cortex préfrontal qui vous permet de raisonner, de vous réguler. Et puis, en fait, vous allez pouvoir redémarrer votre voiture, reprendre la route. Je ne dis pas que vous allez aller super bien tout de suite, mais votre cortex préfrontal a pris les commandes et vous allez pouvoir vous auto-réguler, d'accord ? Et vous raisonner. Et puis, finalement, petit à petit, votre rythme cardiaque va s'apaiser, etc. Votre enfant, lui, il s'arrête au moment où ça pile. C'est-à-dire que dans son corps, au moment où il vit une émotion, que ce soit de la peur, de la colère, de la tristesse, de la joie, il est dans son cerveau limbique, d'accord ? Mais il n'est pas capable d'aller s'auto-réguler grâce à son cortex préfrontal, d'accord ? Ce cortex préfrontal-là, il va mettre plus de 25 ans à devenir mature. Ok ?
Dan Siegel, je vous ai mis un des livres de Dan Siegel sur la table là-bas. Il dit que c'est la grande bibliothèque du cerveau et c'est elle qui nous permet d'avoir des fonctions très importantes et qui va nous permettre d'être des adultes qui raisonnent, quoi. Alors voilà, à quoi il nous sert notre cortex préfrontal. Il nous sert à inhiber les émotions, à planifier, à prendre des décisions, à raisonner, à se contrôler, à anticiper, à avoir de l'empathie. Vous imaginez que le cortex préfrontal, évidemment, il est déjà présent dans le cerveau de votre enfant à la naissance. Il ne débarque pas du jour au lendemain. Donc vous imaginez que vous êtes... C'est comme si il avait une voiture avec toutes les commandes, toutes les options de la voiture, d'accord? Et vous imaginez un tout petit bébé dans cette voiture. Donc il est incapable de toucher à quoi que ce soit. On est bien d'accord. Par contre, au fur et à mesure qu'il va grandir, il va pouvoir accéder au mode vitesse, aux pédales, aux clignotants, etc. Et donc, tout ça pour vous dire que finalement, avec le temps, avec les années, il va pouvoir aller développer ces fonctions-là et accéder à toutes les options de la voiture. Est-ce que c'est clair? Ouais? Ok. Donc ça va se connecter au fil du temps. Mais aujourd'hui, votre enfant, il n'est pas capable de gérer ses émotions. Il n'est pas capable de planifier. Il n'est pas capable d'anticiper, de prendre des décisions et de les maintenir. Et là, des fois, il va prendre des décisions, puis il va la regretter. Enfin, en fonction de l'âge, des fois, même prendre une décision, c'est hyper compliqué. Il ne va pas être capable de se raisonner, de se contrôler, de contrôler son corps quand il vit l'émotion. On se rappelle du petit lézard qui se barre en courant, il ne se contrôle pas, lui, il n'en est pas capable. Bah, l'enfant, c'est pareil, en fait. Quand il vit une émotion, il n'est pas capable de se contrôler. Il va acquérir, évidemment, au fil du temps. Je ne dis pas qu'à 25 ans, ça va lui tomber dessus, genre, c'est bon, c'est mature. Au fil du temps, il va acquérir tout ça. Et puis, il va anticiper, il va avoir de l'empathie. Et tout ça, en fait, vous allez pouvoir l'aider. Et c'est ça aussi qu'on va voir dans notre boîte à outils. C'est que au-delà de gérer les moments difficiles avec l'enfant, on va essayer d'aller développer ce cortex préfrontal et d'essayer de lui apporter ces facultés-là le plus tôt possible, quoi. Parce que c'est quand même important qu'il ait tout ça et ça éviterait peut-être pas mal de conflits après. On reste encore un tout petit peu dans les connaissances pour vous parler de l'hémisphère. Vous en avez déjà entendu parler? Oui. Ouais. Bon. Donc hémisphère droit, hémisphère gauche. Pourquoi c'est parti? Donc, les deux hémisphères. L'hémisphère droit, c'est le non-verbal, d'accord? Il va s'intéresser à la vision d'ensemble. Il va être vraiment super doué dans la description des comportements non-verbaux. Il est dans le plaisir immédiat. Il est dans la liberté, dans les émotions. Bref, c'est la partie qui est pas mal chez l'enfant, quoi. Ok? Il est beaucoup dans son hémisphère droit. Et puis, il y a l'hémisphère gauche. L'hémisphère gauche, c'est le langage. C'est la logique. On aime comprendre les relations de cause à effet. C'est la règle, c'est les lois. On aime et on recherche l'ordre. Ça, c'est bien l'adulte. On est d'accord? Et donc, en fait, entre les deux hémisphères, il y a un pont pour passer de l'un à l'autre. Mais ce pont-là, il va falloir que vous puissiez l'y aider. D'accord? Parce que, en fait, quand vous arrivez, enfin, quand votre enfant, par exemple, a très envie de mettre ses sandales d'été alors qu'il neige dehors, il est là, dans son plaisir immédiat. Il est dans la liberté de choisir ses chaussures quand il en a envie. Il est dans son émotion de plaisir, il est là, il est dans son hémisphère droit. Si vous arrivez avec vos grands sabots en disant « Bah non, t'as bien vu qu'il neige dehors. Et la règle quand il neige dehors, c'est qu'on met des bottines, on met pas des sandales. » C'est comme si vous parliez deux langues complètement différentes. D'accord? Vous n'avez pas emprunté le pont, donc finalement vous êtes en train de vous parler un chinois, un anglais, et puis il n'y en a pas un qui se comprend, donc, et on se retrouve avec un enfant qui va dire « Bah si, je vais mettre mes sandales d'été, voilà. » Et vous qui dites « Bah non, je suis pas d'accord. » Et puis c'est un langage de sourd. Je pense que ça illustre un peu des moments de vie que vous m'avez partagé tout à l'heure.
voilà pour les connaissances. Évidemment, j'essaie de faire bref, j'essaie de vous les illustrer. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ça avant qu'on accède un peu à la boîte à outils? Donc, moi aujourd'hui, mon bébé qui a 1 an, jusqu'à maintenant, on n'était pas du tout pénible, on le posait là où on voulait, on était cinglé. Et là maintenant, il se met à pleurer dès qu'on l'empêche s'il faut changer la couche, qu'il arrête de jouer, quand on le met à la sieste, alors que jusqu'à maintenant, on n'avait pas de problème. Ça, c'est ses émotions en fait qui parlent. Bien sûr, il est en train, et puis il est en train de prendre conscience qu'il a le droit de dire. Il a le droit de dire qu'il n'est pas d'accord, il a le droit de dire non, il a le droit de... Parce qu'en fait, il a pris conscience que c'est un petit être à part entière, que ça fait pas loin d'1 an qu'il est en train de vous observer, que vous, eh ben, vous faites ça, ah ok, et donc quand maman elle fait ça, papa il réagit comme ça, ah ok, ah donc en fait moi je peux aussi faire ça, oh super, et machin. Et donc en fait il expérimente, lui les neurones miroirs ils sont hyper connectés, hein. Donc tout ce qu'il voit, il va le retranscrire, d'accord? Mais je pleure pas pour aller à la sieste. Hein. Au contraire, je peux dormir. Donc on y va pour la boîte à outils. Et le premier outil, c'est on met en place un cadre avec des règles claires. Alors ça paraît logique, mais en même temps, c'est souvent que moi quand je fais des accompagnements, et bien finalement le cadre il n'est pas si clair que ça. Et un cadre pas clair, et bien l'enfant il va continuellement le chercher finalement ce cadre. Il est important que vous définissiez donc les règles de votre maison, jusqu'où l'enfant il a le droit d'aller et à quel moment c'est fini, il n'y a pas de négociation possible. D'accord? Il faut imaginer les règles de votre maison, le cadre de votre foyer comme une maison, d'accord, avec des murs qui sont solides. Votre maison elle fait peut-être 80 mètres carrés, c'est vos règles dans votre 80 mètres carrés. D'accord? Quand votre enfant va chez la nounou, à la crèche, chez les grands-parents, chez les beaux-parents, la maison, elle est peut-être plus ou moins grande. D'accord? Peut-être que chez les grands-parents, elle fait 200 mètres carrés la maison. Mais c'est leur règle. D'accord? Et c'est hyper important que les règles soient bien propres à votre foyer, de ne pas imposer vos règles dans le foyer des autres. D'accord? Pourquoi? Parce que votre enfant, il va apprendre aussi à s'adapter. Et s'adapter aux règles, c'est hyper important, surtout dans la société dans laquelle on vit. Il va devoir derrière s'adapter à l'école, s'adapter aux copains, s'adapter à plein de monde, s'adapter ensuite pour le travail. Et donc, les règles, on en a partout et tout le temps. Et donc, c'est important que vous ayez vos règles, mais il évolue dans d'autres règles, dans d'autres environnements. Moi, par exemple, chez moi, mes enfants ont le droit de sauter sur le canapé. Moi, je trouve ça fun et il n'y a pas de problème. Par contre, ma belle-mère, c'est niette. Mais elle se met même pas debout. Bon, bah c'est comme ça, sa maison, elle est plus petite, au moins sur le canapé, quoi. Après, peut-être qu'elle est beaucoup plus flexible sur d'autres sujets, mais c'est comme ça. Et ma fille, quand elle me dit, bah maman, bah ouais, mais non, en fait. Bah non, c'est les règles de mamie, t'es chez mamie, donc c'est comme ça. Ok? Et donc, les règles, ça va être propre à votre famille. Je vais vous donner ensuite des documents pour savoir comment on met en place un cadre. D'accord? La première chose déjà pour mettre en place un cadre, c'est de lister vos valeurs. C'est hyper important de savoir c'est quoi les valeurs que vous avez envie de transmettre à votre enfant. Par exemple, le respect. Vous avez sûrement probablement envie d'enseigner cette valeur-là à votre enfant qui semble importante pour vous. Et donc, il va y avoir des règles qui vont découler de cette valeur. Par exemple, ne pas taper. D'accord? C'est respecter l'autre, ne pas taper. Et ne pas taper, ça veut dire que dès que l'enfant se met en colère et qu'il tape, c'est niette, on l'arrête, on le stoppe. Il est à la limite de la maison. D'accord? Et puis aussi, dans vos règles, il va y avoir des petits principes à négocier. Par exemple, je m'explique. La règle, c'est que on mange jamais, mais jamais, de bonbons avant de manger, avant le repas. Jamais. Ouais, mais si votre enfant, il est un anniversaire, et qu'il est en train de s'éclater, que tous les copains, ils mangent des bonbons, vous allez quand même pas être le parent relou qui dit « Ah non, la règle, c'est la règle !» Ben non, on peut peut-être négocier des principes, c'est des petits principes qu'on peut négocier.
que l'enfant il peut aller chercher à négocier dans différents moments, ponctuellement. Évidemment, s'il négocie la règle tous les jours, c'est plus une règle. On est d'accord, hein? Mais par contre, une fois de temps en temps, il a le droit. C'est comme si on dit, on regarde jamais de dessin animé avant d'aller dormir. Mais en même temps, s'il a passé une bonne journée, que tout s'est bien passé, qu'il a fait ses devoirs et que tout roule et qu'il a envie de négocier un petit moment de calme devant la télé et qu'il a des arguments béton, quoi. Non mais là, regarde, maman, regarde, c'était cool aujourd'hui, mais là j'ai trop envie de me poser, j'ai envie d'être tranquille, j'ai envie juste un petit dessin animé, pas longtemps, machin tout. Bon bah ok, ça peut être négocié, d'accord? Après c'est propre à votre famille, mais ça peut être négocié, d'accord? Et c'est important aussi que certaines règles puissent être négociées par l'enfant, que ça ne soit pas rigide sur tout. Évidemment, vous n'allez peut-être pas laisser passer un enfant qui tape. On est bien d'accord, d'accord? Je fais juste des nuances au niveau des règles que vous pouvez mettre en place dans votre famille. Donc les règles, par contre, elles sont applicables à toute la famille. Ex aequo. Elles doivent être conçues en couple, de préférence, mais quand vous avez des enfants plus grands, eh bien intégrez-les à ces règles-là. Parce que j'en suis sûre qu'ils ont leur mot à dire et qu'ils ont des idées de règles, de valeurs que eux aussi, ils ont envie, je sais pas, moi par exemple, bon, je reprends mon respect, mais ils ont envie d'être respectés dans leur intimité, par exemple, ben, ils peuvent le dire, quoi. Par contre, cette règle-là, elle s'appliquera à tous les enfants et les parents du foyer. D'accord? Donc vous pouvez faire une sorte de conseil de famille où on établit les règles. Il faut que les règles elles soient claires, qu'elles soient justes entre tout le monde et que tout le monde les respecte. C'est-à-dire que par exemple, si vous dites que les mots cailloux, j'appelle ça les mots cailloux, j'ai trouvé ça génial l'autre fois, la décrétion des mots cailloux. Les mots cailloux, c'est des mots qu'on a le droit de dire, mais pas sur les gens. On peut dire putain, des fois, ça nous arrive, nous, en tant qu'adultes, mais on n'a pas le droit de le jeter à quelqu'un. D'accord? Et donc, par exemple, on dit pas de mots cailloux. Et bien, vous, adultes, vous devez respecter autant la règle que les enfants, et eux, ils ont le droit aussi de vous reprendre en disant non, mais là, la règle, c'est ça, et d'accord? Vous êtes sur un pied d'égalité, et c'est hyper important aussi pour leur développement. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit donc on a le droit de dire fais chier, mais pas tu fais chier. Exactement. Exactement, c'est ça. Voilà. Mais oui, parce que fais chier la situation. Ouais. Mais tu fais chier, ça atteint l'enfant et ça atteint sa personne. Oui, ou le mari. Ah, ou le mari, mais on n'aura pas le droit de le dire. Si par exemple c'est dans vos règles. Voilà. Donc je vais vous donner après une petite fiche où je vous ai expliqué comment mettre en place, en sachant que les règles, vous pouvez aussi les afficher dans la maison à différents endroits. Mais afficher les règles, c'est pouvoir s'y référer, mais c'est pas s'y référer en disant « Viens voir là !» Là, il y a marqué quoi? Non. C'est toujours dans la bienveillance. On a vu que le cerveau de l'enfant, il mettait un temps fou à se développer. Donc, toujours dans la bienveillance. Tu connais les règles de la maison. Est-ce que tu veux qu'on aille les relire ensemble? Tu te rappelles ce qu'on avait dit, etc., etc., etc. D'accord? Le temps de qualité pour remplir le réservoir. Oui, dis-moi. Non, les règles, ok. Ce qu'on a du mal, non, c'est les conséquences. C'est par exemple un enfant qui tape, qu'est-ce qu'on met derrière comme conséquence pour lui faire On l'arrête. On l'arrête. Et après Un enfant qui tape, c'est un enfant qui est en train de traverser une émotion. On l'a vu tout à l'heure. D'accord? Donc il est en train de traverser son émotion et il fait ce geste-là parce que c'est comme ça, c'est comme le lézard qui se barre, c'est que lui il explose et donc il tape pour pouvoir exprimer sa colère. Donc on l'arrête. On lui dit alors ça par contre je ne veux pas. Ça c'est pas ok dans la maison. Tu connais la règle, etc., etc. On lui rappelle les règles. Par contre il n'y a pas spécialement de conséquences. Un rappel à la règle déjà ça suffit. Ok? Par contre on va aller se connecter à sa colère. On va le voir après, la connexion à l'hémisphère et comment on peut, derrière,
essayer de trouver des solutions avec lui pour plus qu'il tape. Parce que le but, c'est pas d'essayer de le sanctionner parce qu'il a tapé. Le but, c'est d'essayer de lui apprendre à faire différemment. Parce que si vous le sanctionnez, il va juste comprendre qu'il n'a pas le droit de taper devant vous. Mais que dès que vous aurez le dos tourné, ben, il le fera. Vous voyez? Par contre, si vous lui apprenez à ne pas taper parce que, et que vous lui donnez des outils pour ne pas taper, et bien derrière, il pourra utiliser ces outils-là et il s'en servira dans toutes les circonstances, et peu importe si vous êtes là ou pas là. Et on est d'accord que ça peut prendre genre 2 semaines, comme ça peut prendre 6 mois à ce qu'ils comprennent. Les règles, oui, mais ça peut mettre des années à comprendre les Voilà, règles. je veux dire, si on lui répète pendant 6 ans de ne pas taper, ça ne veut pas dire qu'à la 6e année, il ne va pas taper, quoi. C'est que ça Non, peut alors, il va sûrement la connaître, la règle. Par contre, peut-être expliquer, de pouvoir, d'essayer au fur et à mesure des années, vous allez pouvoir beaucoup plus verbaliser avec lui ou avec elle. Et donc de pouvoir lui dire, on va en parler, hein, mais de pouvoir lui dire, mais comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe dans ton corps, pourquoi tu as besoin d'aller taper, qu'est-ce qui se passe en fait, et comment tu pourrais faire pour faire différemment, parce que tu vois bien que tu fais du mal. Tu sais que c'est interdit de taper. Pourquoi? Parce que tu respectes pas l'autre quand tu fais ça. Et donc, comment on peut faire? Qu'est-ce que tu aurais besoin au fil des années? Parce qu'à 7 ans, il est capable de dire bah, moi j'ai besoin de ça. Peut-être que quand il tape, c'est juste qu'on l'a pas respecté. Moi, ma fille, par exemple, elle ne tape jamais. Par contre, moi, je lui ai toujours appris à dire non. Quand c'est non, c'est non. Sauf qu'en fait, elle a des copains qui n'entendent pas son nom. Et bien dans ces moments-là, elle explose. Parce que je lui ai appris que quand c'était non, c'était non. Ouais, sauf qu'en fait, il ne respecte pas son nom. Et ça, pour elle, elle a l'impression qu'on lui manque de respect. Et c'est vrai, on lui manque de respect. Et donc là, elle explose. Et donc là, maintenant, c'est d'essayer de trouver des solutions à lui apporter pour pas qu'elle explose et pour essayer de faire respecter ce nom. D'accord? Mais ça sert à rien de la sanctionner. Parce qu'en fait, je ne résous pas son problème. Vous voyez? Oui. Moi, il y a quelque chose en fait que je ne comprends pas avec Nino. Parce que en fait, des fois, quand il explose de cris, il se met dans tous les états, on lui dit non, Nino, on ne crie pas.